Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. C'est la première émission de On s'en parle pour la saison 2024-2025. Alors, on se souhaite une bonne saison. Comme tout ce qui se passe en politique, on va en parler beaucoup aussi, hein, parce que là, il y a des élections américaines, il y a peut-être une course à la chefferie au Parti libéral, oui, mais sûrement qu'on va en parler plus tard un petit peu au cours de la saison. Puis, il y aura d'autres sujets aussi passionnants. Alors, encore cette année, on va parler de politique fédérale, provinciale, puis on va aussi municipale, parce qu'il y a des élections municipales dans l'air. Alors, on va parler aussi du culturel, on va parler de religion avec Monseigneur, et puis beaucoup d'autres sujets. Alors, on débute comme c'est d'habitude avec la politique et mon analyste, encore cette année qui revient au grand plaisir, et je l'en remercie beaucoup, Maître Marc Lemay. Maître Marc, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Il s'est-tu passé des coupes d'affaires depuis le 4 mai, mon cher ami? Hein? Je savais pas. J'essayais de mettre sur papier qu'est-ce qu'on pourrait parler, puis j'ai eu de la misère à trouver des sujets terriblement. Ah oui? Et vous n'avez pas cherché longtemps. On n'a pas cherché longtemps. Vous avez passé l'été en dessous d'une roche quelque part. Parce que... Et je vais vous dire une chose, c'est que je prépare toujours mes émissions politiques de longue haleine. Okay. Tiens, ça c'est un sujet, c'est nouveau, on va en parler, puis je prends ça en note. Fait que ça veut dire que 2 semaines, 1 semaine et demie, 2 semaines avant qu'on enregistre, moi, mon émission est toute complète. Mais là, celle-là, a fallu que a fallu que je refasse mes devoirs, comme on dit. Parce selon moi, vous avez dû faire non seulement vos devoirs, mais je pense qu'il faut déchirer le script qui était déjà prévu pour cette séance. Mais je vais vous dire une affaire, écoutez, il s'est passé tellement de choses. Oui, exactement. Mais quand on s'est laissé au fin d'avril, début mai dernier, on avait dit, lors de la rentrée en septembre, on va parler d'élections américaines. Oui. Okay? Parce qu'il y avait M. Biden contre M. Trump. C'était presque écrit dans le ciel. Mais on s'était dit aussi, on va attendre la fin des conventions. Voilà. Parce que la convention, il y avait la convention républicaine, puis après ça, à Milwaukee, puis il y avait la convention du Parti démocrate à Chicago. Oui. Fait que là, on a dit, au moins quand on va revenir en septembre, ça va être fait, puis on va savoir à peu près l'état des lieux. Qui se présente contre qui. Exactement. Mais non, c'est encore... oui, très vitement, Maître Marc. Oui. On sait ce qui s'est passé avec M. Biden. Ça, on le sait. Moi, je le regardais, puis je pense que vous êtes un fanatique, vous aussi, de politique. Et au plus on le regardait aller, plus on se disait, mais non, mais c'est pas possible là, qu'il soit, s'il est élu pour 4 autres années, il va avoir 86 ans environ à ce moment-là. On se disait... Ça n'a pas de sens. Il y a de la misère à avancer, il y a de la misère à monter des marches pour aller dans son avion. Non, mais c'est plus... Il y avait aussi un sérieux problème cognitif, il faut être honnête, dire les vraies affaires. À 81 ans, tu n'es pas aussi alerte que si tu en avais 50, à moins d'exception, là. Mais dans le cas de M. Biden, tout le monde s'attendait. Et il avait dit, puis il avait répété, puis rappelons-nous, au mois de mai, on disait, bon, ben, il veut rester là, fait qu'on va voir que ça va avoir l'air. Mais dès qu'il y a eu les premières rencontres avec la presse, tout le monde voyait qu'il n'était pas là. Ça y prend un télésouffleur, parce que s'il n'y a pas de télésouffleur... Le premier débat aussi qu'il y a eu, c'était affreux. Oui. Alors, une fois qu'on a dit ça, pour aller vite au sujet qui nous occupe, je vais vous dire une chose. Je pense que c'était inévitable qu'il quitte. Et je pense également... Moi, je pense qu'il ne pouvait pas y avoir quelqu'un de l'extérieur, outre, bien évidemment, Mme Kamala Harris, qui devait venir. Parce que on les connaît pas, les autres. Puis aux États-Unis, là, les campagnes électorales, c'est pas comme au Canada. Il y a 340 millions d'Américains. Je veux dire, c'est pas les 38, 40 millions de Canadiens. C'est vraiment pas la même affaire. Mais la game est pas pareille. Alors, on a dit... Et ce qui s'est passé, c'est que, bon, tout le monde le sait maintenant, M. Biden a dit non. M. Biden n'a pas démissionné. Il est encore président des États-Unis et il va l'être jusqu'à la sermentation de la nouvelle présidente au mois de janvier 2025. Oui. Bon, une fois qu'on a dit ça, il a dit, moi, non, je ne serai pas candidat. Et c'est là que ça a parti. M. Trump, qui croyait bien faire en disant, moi, j'ai assez hâte d'avoir un débat entre moi et M. Biden. Parce qu'il savait. Parce qu'il savait qu'est-ce qu'il s'en allait. Là, maintenant, il est
complètement, mais au cours des dernières semaines, là, écoutez, au courant de l'été, après la convention de Milwaukee, moi, c'est plus le même homme, M. Biden. OK, je disais M. Trump, il a été victime d'un attentat. Tu sais, tout ça, moi, j'ai comme l'impression que cet homme-là a été beaucoup plus marqué par l'attentat qu'on veut le laisser entendre. Exactement. Moi, je pense qu'il n'était plus et qu'il n'est plus en état, et ça paraît. Il est agressif, il traite Madame... Quand il dit que Madame Kamala Harris est une marxiste, puis que c'est une trotskiste, puis c'est une... il est complètement... je veux dire, si Madame Kamala Harris est une marxiste, là, j'ai peur de voir les vrais. Je veux dire, regarde, non, regarde. Oui, elle est un peu plus à gauche que lui, peut l'être. Mais un petit peu plus, oui. Mais cela étant... Au moment où on enregistre, malheureusement, le débat du 10 septembre n'aura pas eu lieu. Non, quand on va se reparler... On enregistre le 5 septembre. Voilà, et le débat, le premier débat entre M. Trump et Mme Harris a lieu le 10 septembre. Voilà. Je vais vous dire une affaire, ça va être à surveiller. Quand est-ce qu'il va y en avoir un autre? On ne le sait pas, mais probablement, quand on se reverra, on pourra peut-être y revenir. Oui, mais une chose, Maître Marc, que je me rends compte, et comme vous, on suit la politique, les insultes de Trump envers Mme Harris, je pense que Mme Harris, là, ça lui coule sur le dos comme de l'eau sur le dos d'un canard, comme on dit. Il faut savoir qui était cette dame. On a commencé à découvrir Kamala Harris, mais ceux qui suivent la politique, comme vous et moi, avons vu que, écoutez, c'est une ancienne procureure générale. Oui. Je vais vous dire, elle a envoyé du monde en prison. Puis quand elle regarde Trump, des fois, là, on dirait qu'elle veut l'envoyer aussi. Mais elle connaît ses dossiers. C'est OK. Vous savez, aux États-Unis, là, contrairement au Canada, contrairement au Québec, au Canada, on a le premier ministre et on a le vice ou la vice-première ministre. On les voit, ils travaillent ensemble, ils sont là souvent. Même chose au Québec. Même chose dans les provinces. Mais aux États-Unis, le vice-président ou la vice-présidente sont vraiment, je dirais ça, pas occultés, mais presque, par la performance du président. Ou de la présidente, si c'est Mme Harris. Alors, malheureusement, écoutez, les colistiers, on n'en parlera pas parce qu'on aura l'occasion d'en parler, mais J.D. Vance pour M. Trump, moi, je pense que c'est une nullité de nullité absolue. Le nouveau, celui qui M. Walz, qui avec Mme Harris, moi, je pense que ça fait un beau duo. Oui, parce qu'il lui laisse toute la place. Voilà. Le vice-président, c'est un petit peu dans l'ombre. Et le problème de Mme Harris, c'est que les 4 dernières années, elle a vraiment été dans l'ombre de M. Biden. Parce que très souvent, les vice-présidents, présidentes, quand ils sont là, ils sont dans l'ombre, vous le dites. Puis assez souvent, qu'après 2 ans ou 3 ans, on se dit, c'est qui? C'est qui elle? C'est qui lui? C'est ça. Qui est là? Alors, ça, souvent. Mais je ne veux pas être plus long parce qu'on a d'autres sujets, mais je vais vous dire une affaire. La campagne électorale aux États-Unis depuis la Convention de Chicago, après la performance des démocrates, elle vient vraiment de prendre son envol. Et là, comme dirait quelqu'un que je connais, il faut éviter les pleurs de banane, les pièges à con. Nommez-les toutes, là. Il faut absolument éviter ça de la part de Mme Harris. Mais la question qui tue, puis ça, je suis pas capable d'y répondre, est-ce que les Américaines sont prêts ou prêtes à avoir une femme, pour la première fois dans toute l'histoire, une femme présidente des États-Unis, et qui plus est, noire. Noire, exactement. Ils ont élu un noir en 2008. Bon, c'était Barack Obama. Mais est-ce qu'on est prêt? Réponse, le 5 novembre. Mais une chose est certaine entre vous et moi, là. Comment des républicains peuvent admirer le triomphe de M. Trump? Moi, c'est ça, ça me dépasse complètement. Alors, on va finir là-dessus, mais la réponse, c'est pas compliqué. Regardez ce qui s'est passé le 6 janvier. Oui. Quand ils ont envahi le Capitole. Oui, quand ils l'ont envahi, c'est ça. Vous avez votre réponse. Et il y en a qui, comme dirait l'autre, ils ont des œillères, ils ne voient que lui. C'est ça. Il n'y a que lui. Point final, bâton.
Puis tout ce qu'il dit, il voit Tout ce qu'il dit est comme- parole d'évangile, je m'excuse. Très vitement, est-ce que, selon vous, le Parti démocrate a poussé M. Biden dehors? Moi, je pense qu'il y a... Parce que c'est les personnes autour de lui qui ont fait comprendre. Premièrement, son épouse, Jill, Oui, ses oui. enfants. Mhm. Je pense qu'ils ont... autour de lui, on lui a dit, papa, ou en tout cas mon oncle, ou monsieur le président, ça va être très dur. Vous risquez de ne pas vous en remettre. Et surtout, vous risquez de détruire le Parti démocrate que Et vous voilà. aimez tant depuis 50 ans. Alors, s'il vous plaît, prenez une décision, prenez-la, mais en ayant tout ça en arrière-pensée. Et moi, je pense qu'il a pris la meilleure décision. Ah, il fallait. Alors, Il fallait. Puis ça a donné un coup au camp Ah, Trump c'est clair, aussi, clair. parce que C'est clair. c'est sûr que le camp Trump ne voyait que Biden, parce que ça aurait été une voie facile. c'est Ça aurait clair, été il une voyait voie dans sa très soupe, là. facile. Mais Puis là- quand on regarde les statistiques aujourd'hui, les sondages aujourd'hui versus les derniers sondages du temps de Biden, Mme Harris le gruge elle monte continuellement. là. tranquillement, mais Oui. on Mais aura c'est pas l'occasion fait. d'en reparler C'est pas la fait. prochaine fois, mais je vais vous dire une affaire, c'est les grands, c'est compliqué la politique aux États-Unis au niveau des élections, là, les grands électeurs. Puis c'est pas le vote populaire, puis le Ah, vote populaire oui, ici, c'est puis ça là. compliqué. Ça va être à suivre. On aura sûrement l'occasion d'en parler, c'est clair. Mais cette élection-là est probablement risque d'être historique, c'est clair. Ça Clair. va être une des élections, sinon l'élection la plus chaude. Oui, et c'est une élection historique parce que depuis l'élection d'Obama en 2008, je vais vous dire une affaire. Est-ce que les Américains sont prêts? That's the question. Et voilà, Ça va être exactement. intéressant. Une dernière question sur ça. Excusez. Déjà, Trump commence à dire que s'il perd, il va contester. Là, on est rendu où? là? Ah ouais. Hein? Regardez. On est rendu au temps Trump. On C'est est pas rendu au compliqué. temps, c'est ça. Exactement. Puis, dernière question encore. Est-ce que Mme Harris doit faire une campagne sur la défensive ou Non, non. sur l'attaque? Mme Harris doit faire une campagne sur sa capacité à diriger le pays, sur sa force. Je pense qu'elle est capable d'expliquer ses forces et de dire, moi, je connais ce pays-là. J'ai eu l'occasion de voir le président aller, puis je connais la machine, je sais ce que je peux faire. Faites-moi confiance, c'est ça. Ça va être ça. Puis, non, surtout pas sa défensive. Ah non, ça serait la pire erreur, selon moi. Ça serait la Exactement, pire erreur. parce que là- Et l'autre erreur qu'elle ferait, c'est d'attaquer Trump sur son terrain en le traitant d'incompétent, en le traitant de ci, puis Elle est trop madame Elle pour est faire trop ça. madame pour Oui, ça. pour faire ça. Puis, je pense qu'elle n'a pas besoin de le faire, il est capable de le faire tout seul. Exactement. Voilà. Vous avez compris, il est capable de Oui, le faire seul oui, et oui. non pas elle est capable. Oui, oui. Il est C'est capable de le clair, faire seul. clair. Maître Marc, Hein? Coup de on tonnerre. on est le 5 septembre 2024. Le 4 de septembre 2024. Ça, c'était hier. Ça va rester dans les annales, je pense, de la politique provinciale. Et je m'explique très brièvement. C'est la démission de M. Fitzgibbon. Ah, c'est clair. On le savait qu'il était pour démissionner. Ça, c'était écrit dans Non, le ciel. on savait mais- qu'il n'allait pas compléter son mandat. Oui, mais je manque compléter son mandat, démissionner. En tout cas, On savait on savait qu'elle qu'il allait ne serait partir. plus là. Voilà. Bon, OK. Mais je pense que tout ce qui a joué dans ça, c'est quel temps. Parce que tout le monde pensait, et moi le premier, session qui va se terminer en décembre, c'est là qu'il va annoncer que bye-bye, je m'en vais. Parce que là, le fameux projet de loi 69 sur l'énergie, c'est son projet de C'est loi. son bébé. Il l'a travaillé depuis 1 an et demi environ. Puis là, il voulait avoir la fin de ça. Fait que ça veut dire que lui, dans son optique, partait après la session qui va se terminer au mois de décembre. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que c'est M. Legault qui lui a dit « Écoute bien, mon gars, c'est que cela devient une distraction. » Puis tout le monde, après chaque conseil qu'on va avoir, les journalistes vont être comme des tous les guêpes après comités, du tous les miel. comités, ça va être... Ça va être ça. Tu Puis ils viens vont de dire, mettre du bon, ben miel, là, c'est une distraction, tu t'en vas tout de suite. Mais j'ajouterais à ça, c'est pas certain que son énorme projet de loi 69 va être adopté avant la fin de la session. Ben, je suis pas sûr, moi non plus. C'est son Absolument but. pas. C'est son but. Oui. C'est son but. Lui, il croyait, il pense que ça va se faire.
Mais s'il fallait que ça ne soit pas adopté, puis que ça continue jusqu'au mois de juin 2025, wow, là, ça devenait une attraction touristique. Et à toutes les fois qu'elle allait sortir des réunions du comité ou du Conseil des ministres, Monsieur Fitzgibbon, êtes-vous satisfait quand... Ça aurait été ça continuellement. Moi, je pense... Puis, ce que j'aime avec lui, c'est qu'il n'y a jamais, M. Fitzgibbon... M. Fitzgibbon est un homme d'affaires intelligent. Il en a géré des millions. Il sait comment ça marche. Lui, ce qu'il n'aimait pas... M. Fitzgibbon, c'est quoi que vous n'aimez pas dans la politique? La politique. Pouf! 3 secondes, la politique. Ah, ça a été... Oui, c'est ça, exactement. Parce que les règles, les cadres, etc., tout ça, lui, là... D'ailleurs... il a été sermonné souvent. Ah ouais, mais il voulait que ça marche. Puis lui, là, c'était le bulldozer. C'était un peu comme... Je vais faire un parallèle avec M. Dubé puis sa Santé Québec. Oui. Là. Là, M. Dubé, il a commencé à vouloir bulldozer, mais là, ils ont dit, attends un peu, toi là, mon petit homme. Mais la politique, c'est ça. La politique, c'est l'art de l'impossible ou du possible. C'est l'art de rendre possible l'impossible, peu importe. C'est Guy Bard s'en va en guerre qui avait dit ça, puis je m'en rappelle. Mais je vais vous dire une chose. M. Fitzgibbon, je pense qu'il a mis la machine en marche. L'hydroélectricité au Québec est une richesse incroyable et on va en faire la promotion. Et là, c'est là qu'on voit arriver M. Sebia, qui est le boss, le président-directeur général d'Hydro-Québec, qui lui dit « Ouais, mais les barrages, c'est pas sûr qu'on va en rebâtir d'autres. » Mais là, on est en train de penser aux éoliennes. Là, on est en train de penser à... oh là là! Et moi, je pense, en tout cas pour que c'est s'en aller dans la bonne direction. J'ai hâte, et bien évidemment, on va suivre tout ce qui va se passer avec le projet de loi 69 sur l'hydroélectricité au Québec, mais c'est toute la refonte de l'énergie. Comment on s'en va? Comment le Québec va être capable d'être un leader mondial là-dessus? Pour des décennies. De pierre d'essence d'hydro. Et là, avec respect pour M. Legault, je suis pas certain que l'hydro, l'électricité, etc., va rendre les Québécois plus riches. Mais si l'hydro, l'électricité, tous ces projets-là rendent autonome le Québec, rendre le Québec capable d'attirer des nouvelles entreprises, moi, je pense que c'est un projet de loi extraordinaire. Ouais, mais ça, on verra pas ça. Ben, on verra pas ça demain après-midi. Non. Mais de notre vivant, écoutez, moi, le gros test, puis on ne se le cachera pas, c'est Nordvolt. Ah oui, c'est sûr. Puis là, déjà, c'est reporté à 18 mois. C'est reporté. Quand on sait le dossier, on le suit, le dossier. Oui. Et c'est normal, là. Ah, c'est normal, là. Ils se construiront pas, puis ils repoussent. Mais oui, c'était... je dirais pas c'était prévu, mais ça nous surprend pas. C'est la pierre angulaire. Et Nordvolt, c'est une compagnie suédoise qui a perdu un énorme contrat avec BMW. Voilà. BMW, si vous savez pas de quoi je parle, des chars, des autos. Là, c'est les petites autos électriques. Là. Et là, ils sont obligés de mettre la pied sur le frein. Mais si Nordvolt veut attaquer l'Amérique, c'est-à-dire vendre des autos électriques en Amérique, je vais vous dire une affaire, ça leur prend un pied à terre au Canada. Aux États-Unis, puis ils ont décidé que c'était... pas le Québec, ça va être Ontario. Mais ils ont décidé que ça serait au Québec. C'est ça, exactement. Mais c'est vraiment, pour moi, là, je vous dirais, la pierre angulaire qui va mettre en place tout le projet de loi 69. C'est-à-dire que si ça marche, ça veut dire qu'en Ontario, ça va marcher aussi. Ça veut dire qu'avec Volkswagen, ça va... Regarde, là, on va devenir au Canada et au Québec en particulier des fournisseurs de batteries. Et la batterie électrique. Et là, la recherche et le développement que ça va mettre en place... Tout ce qui gravite autour de ça. Je vais vous donner juste un exemple, je termine là-dessus. La zone d'innovation minière, la ZIM autour de Rouyn-Noranda, là, ça, là, s'il faut que ça se fasse. Si le Québec, si l'Abitibi-Témiscamingue fait partie de la région du Québec, si on veut occuper le territoire, la zone d'innovation minière, on aura sûrement l'occasion, puis vous aurez l'occasion d'en parler avec M. Rousson, probablement, de l'Université du Québec, mais ça, c'est une des pierres angulaires de tout ce programme
énergétique du Québec. Bon, revenons à M. Fitzgibbon. Moi, je vais vous dire une affaire. Moi, je pense... Bon, j'aurais peut-être été plus délicat que M. Legault, là, mais je pense que c'est... Il ne pouvait plus continuer, là. Écoutez, je le voyais à la TV hier puis avant-hier, là. Ce gars-là est écœuré. Oui, ce gars-là est exactement. écœuré. Puis là, brûlez-les pas. Ouais. Il peut vous aider. Puis il peut nous aider autrement, là. Ben oui, c'est sûr. Moi, j'aimerais avoir la moitié de son carnet d'adresse. Contacts. Moi, son carnet d'adresse, là, ben, OK, carnet d'adresse, du papier? Non, OK. Sur votre téléphone, OK. Mais tous ces contacts, là. On va juste sortir un petit peu du sujet tout en restant dedans. On va parler très vitement de la CAQ. Ah, ça OK, bon. Si on se reporte au troisième lien, ouais. Si on sait ce qui s'est passé, OK, après Jean Talon, M. Legault qui sort à peu près une couple d'heures après et qui dit on remet le troisième lien, en tout cas, on ne reviendra pas là-dessus, là. Mais à partir du troisième lien, un fiasco. Jean Talon, un fiasco. Ouais. Fitzgibbon qui s'en va. Un fiasco, il faut le dire, un fiasco pour, en tout cas, c'est une perte pour la CAQ, c'est clair. Une perte énorme pour la CAQ. Ouais. Ce matin, et avant d'entrer en onde, on était là tous les deux chez nous, puis qu'on a vu M. Legault à la télévision. Il avait l'air brûlé. Et puis, cet homme-là est vraiment à terre. J'ajoute un quatrième point à votre ordre du jour. Oui. L'élection complémentaire dans Terrebonne. Oui. Et là, c'est M. Fitzgibbon, il part. Mm-hmm. Moi, je peux-tu vous dire que... le Parti québécois va prendre le compte. Ah, mais je ne sais pas. Mais je peux vous dire qu'ils sont sur les blocs de départ, pas juste le Parti québécois, le Parti libéral, le Québec solidaire, tous les partis, ça va être l'élection. Et on en aura là... c'est sûr qu'on va avoir l'occasion d'en parler, parce que il faut qu'il y ait des clashs dans 6 mois, fait qu'on on va avoir l'occasion d'y revenir. Mais je vais vous dire une affaire. Si la CAQ perd ce comté-là, mais si, et surtout si, ça, c'est le cinquième, mais caché, là, s'il fallait qu'il y ait d'autres députés ou ministres qui décident qu'eux autres, avant Noël, ils partent pour aller jouer dans la neige. À venir à date, les personnes, les ministres qui ont été interviewés, on parle de M. Dubé, hier, qui a été interviewé. Ils ont interviewé M. Fitzgibbon pas plus tard que 3 jours avant. Oui, puis même, le matin même, quasiment. C'est ça. Le matin même. Il s'en allait au caucus en disant non, moi, ça va bien. Regardez, je suis moi, là. Je suis là, puis regardez, c'est quoi vous voulez, là? C'est quoi cette affaire-là? En tout cas, moi, je vais vous dire une affaire, regardez. En politique... le lendemain matin, jamais la même chose que la veille. Fait que tu peux attendre une question, pas une question piège, mais une question. Est-ce que M. Legault va être là en octobre 2026? Ah, il n'y a pas le choix. S'il n'est pas là, il n'y a plus de parti politique. La CAQ, c'est François Legault. Oui. C'est lui qui l'a mis en place. C'est lui qui est allé chercher la majorité des candidats et des députés et des ministres qu'il a. Il est allé chercher de très, très bons. Moi, non, moi, je pense, là, je peux me tromper, là, mais s'il n'est pas là, il n'y a plus de CAQ, c'est fini, là, je sais. Avant d'entrer en onde, la personne qui serait censée, selon les rumeurs, remplacer M. Fitzgibbon, c'est Mme Fréchette, qui était, je dis qui était, et qui est encore, au moment où l'on se parle, à l'immigration, qui a fait un dossier, qui a fait un travail extraordinaire. Sans tâche. Sans tâche, exactement. Ce serait, selon les rumeurs qui sont persistantes, elle serait à l'économie et à l'énergie. Et puis, M. Jean-François Roberge prendrait l'immigration. Il est déjà dans les relations Canada-Québec. Et voilà, exactement. Canada-Québec. Ça, avant d'entrer en onde, là, aujourd'hui, le 5 de septembre, là, c'était pas nommé officiellement. Non. Et puis, on est rentré en onde. Au moment où l'émission va être diffusée le 11 de septembre, tout va être en place à ce moment-là. Mais est-ce que, en tout cas, moi, personnellement, je ne voyais pas d'autres personnes que Mme Fréchette? Bien, moi, je vois ces deux personnes-là, mais j'ajoutais à cette liste-là M. Lamontagne, qui est le ministre de l'Agriculture. Il y a eu des dossiers difficiles. Il y a eu des dossiers difficiles. Et puis, si on se dit les vraies affaires entre vous et moi, puis à la porte fermée du bureau, là, c'était pas sa tasse de thé, ça, là, l'agriculture. Il connaissait pas grand-chose là-dedans, lui-là. Il est arrivé un petit peu comme un chien. Il dit, regarde, écoute, regarde, mon ami La Montagne, on t'aime bien, mais là, le seul poids du ministère qui te reste, c'est celui-là, tu le prends-tu? Bon, mais, cela étant,
moi j'ai juste hâte de voir, à notre prochaine entrevue, on aura l'occasion d'en parler de la performance de Mme Fréchette, parce que là, elle a le dossier. Écoutez, nous, là, on enregistre aujourd'hui, et mardi, ça, c'est dans 3-4 jours, là. Il faut qu'elle ait pris connaissance de toutes les notes de briefage. Ça doit être épaisse comme ça. Je ne sais pas comment on va faire, mais j'espère. En tout cas, son conjoint, ses enfants ne la verront pas ce week-end. Je vous le dis tout de suite. Là. Ne perdez pas de temps avec ça. Là. Ah non, c'est sûr. Puis là, ben, c'est toute la gang autour de M. Fitzgibbon. C'est la gang d'Hydro-Québec. C'est tout le monde qui vont avoir 1 heure pour lui dire voici comment ça va marcher. On va commencer ça comme ça. On va y aller comme ça. Puis on fait des moyens tels. À suivre. Elle va être intéressante, cette session parlementaire-là, incroyable. C'est sûr, Maître Marc, avec tout ce qui se passe en politique, autant américaine que canadienne, parce qu'on sait que la fameuse entente NPD... ça, on aura l'occasion d'en parler. On a déchiré ça parce qu'on veut se faire de la politique, mais on aura l'occasion d'y revenir. C'est ça. Parce que l'élection au 16 septembre, complémentaire... Fait qu'on va refaire plusieurs autres émissions ensemble avant le mois de décembre. Ça va être intéressant, parce que c'est vraiment trop intéressant. Maître Marc, il reste à peine 1 minute. Comment on voit le futur de la CAQ aujourd'hui? Selon moi, écoutez, on va commencer par l'élection complémentaire dans Terrebonne. Moi, je pense qu'en 2026, la CAQ, en tout cas, elle ne monte pas nécessairement dans les sondages. Il y en a plusieurs qui risquent de quitter le bateau et de dire « Moi, je ne me représenterai pas à la prochaine élection. » Ça, c'est clair. Mais ça ne se fera pas tout de suite. Ça va se faire en 2025. Oui. Quand notre chef, parce que notre chef, voici comment ça fonctionne. Notre chef, j'en ai vécu un là, avec M. Duceppe, il y a toujours quelqu'un de son entourage qui nous dit « Monsieur, tu te représentes-tu? Ça te tente de te représenter. » Et ça va être ça au cours des prochains mois, c'est clair. Maître Marc, c'est tout le temps, ça passe tellement vite. Merci infiniment, mais on va se revoir très, très, très bientôt parce qu'il y a des décisions à prendre la politique, parce que si vous ne surveillez pas la politique, elle vous surveille. Et voilà. Merci beaucoup, Maître Marc. À la prochaine. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.